chances. Pick me up, my makeup has run. Love is crap, more or less. Ha ha. Who'd go from dreams to dreams and kill the real glue? I won't stop, the grave up is close. You can swap your blue veins. Life's a heavy weight for those who misses the sun during the rains. Try to smile when desire's part of fiction, no time for imagination. Do your job for the nation. Hope you realise that you are free of any excess. Habits are great to transgress. There is no one to conduct your own life. Your own life. Sabine, viens voir. J'ai trouvé un endroit pas mal pour notre devoir. Regarde, ça c'est une usine abandonnée. Ça a l'air glauque, hein, ça a l'air bien. Ouais, mais ça m'a l'air un peu dangereux quand même. Ouais, t'as raison. Sinon, j'ai trouvé autre chose, c'est les écories de Pourrin près d'Auxerre. Attends, je grandis. Ah ouais, non, mais là c'est des chambres d'hôtes, donc non. Mais sinon pas loin, il y a une autre écorie, c'est à Soilly. T'as dit à Soilly ? Oui. Je crois que c'est pas très loin de Chancevray, là où habite ma tante maintenant. Ah bon ? Ouais. Tiens, regarde, ça ressemble à ça. Design's part of fiction, no time for imagination. Do you jump to the nation? Have you realised that you are free of any excess? Habits are great to transgress. There is no one to conduct your own life. Pick me up, 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 pick me up. Pick me up, 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 pick me up. Try to smile when desire's part of fiction. No time for imagination. Do your job for the nation. Try to smile when desire's part of fiction. No time for imagination. Do your job for the nation. Hope you realise that you are free of any excess. Habits are great to transgress. Design's part of fiction. No time for imagination. Do your job for the nation. Hope you realise that you are free of any excess. Habits are great to transgress. Design's part of fiction. No time for imagination. Try to smile. De traverser par ici. Ah non, Sabine, il y a des barbelés, on va se faire mal. Oh, bon, bah trouvons une autre entrée. Tu vois la vache, Marie ?
Ah, c'est pas possible, encore les aliments. Saute. Il faudrait veiller toute la nuit pour que rien ne bouge ici. Bon, ça a l'air d'aller. Ah. Entre les creux des osseaux, la poussière, il y a toujours quelque chose à nettoyer. Ça va, Roger? Bien dormi? Ah, ma petite, c'est pas comme ça que tu vas faire de l'ombre d'un seul côté. Voilà, ça c'est mis. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-nous, on s'est endormi. C'est ça, oui. Bon, allez, venez, je vais vous faire visiter. Là où vous avez dormi, finalement, c'était un ancien four de l'Oclérie. Et là, on est dans cette partie en dessous, c'était le four qui permettait de chauffer l'ocre qui, après lavage, est terminé par des brouettes par là et versé sur les cheminées qui sont là éclairées des côtés. Faites attention parce que c'est profond, hein. Faut pas tomber. Et donc, si vous voyez bien comment le sol a été défoncé après le passage des centaines de brouettes, et il paraît qu'il y avait des Espagnols et des Portugais qui travaillaient ici à l'époque. Et voilà, donc c'est le vestige d'une activité industrielle disparue. Et là, on va passer dans la salle du pommier encordé, mais faites attention parce que là, il y a encore des trous. Venez, c'est solide, mais il ne faut pas tomber des côtés. Et faites aussi attention aux petites pierres sur le sol, alignées. Allez, venez. C'est sûr, hein, mais il faut juste pas aller des côtés. Allez-y. C'est vraiment sûr, hein. Si, c'est sûr, c'est sûr. C'est vachement sûr. Voilà. Donc voilà, les pommiers encordés, c'est une marche de pommier avec une corde. Bon, je ne saurais pas vous dire plus que ça. Hein. Il faudra demander au propriétaire qu'est-ce qu'il a pensé que j'ai mis ça. Et là, vous voyez ces alignements. Ben, vous savez en japonais, là, les bonsaï, les petits arbres et tout ça. Ben, là, c'est des bonsaki. Et donc, ces pierres-là sont censées représenter des paysages. Par contre, il faut avoir un peu d'imagination, mais si vous mettez comme ça à ras du sol, vous allez pouvoir imaginer des montagnes, des petites maisons, des villes. Par contre, il ne faut pas regarder que par terre parce que vous voyez, il y a plein de pics partout. Parfois, on se les prend quand on lève la tête, on se lève et qu'on n'a pas fait attention. Bon, là, comme je vous dis, on était dans les fours. Et on va sortir par ces portes à l'extérieur pour aller voir la cheminée du four. Dites aussi l'hermaphrodite, et je vous laisse deviner pourquoi. La cheminée du four. Ouais, elle appelle, les propriétaires des lieux l'appellent l'hermaphrodite. Voilà, donc on va aller dehors. Venez, on va prendre à droite. Voilà, ça c'est la cheminée. Mais attendez un peu. Ouais, il va falloir nettoyer un peu le... Vous savez, ici, il y a toujours la poussière. Hein. Placez-vous une de chaque côté et vous regardez à l'intérieur. Allez-y. Vous voyez?
C'est super beau. Ça, c'est la machine pour capturer les bleus du ciel. Sans compter qu'en plus, c'est avec ces bleus-là qu'on va faire les rouges. Pardon? Les rouges que vous voyez partout. Alors, il ne me semble pas qu'on fasse du rouge avec du bleu. J'ai totalement perdu les pédales. Il délire totalement. Bon, les filles, allez, mettez-vous par là, je vois que vous ne m'y croyez pas. Je vais vous montrer. Ici, on est dans une des salles qui ont été aménagées en musée. Ça fait toujours partie de l'ancienne opérerie, mais maintenant c'est musée. Vous savez, il y a plein d'œuvres d'art exposées, de différents auteurs. Par contre, il faut faire attention, tout ça est très fragile. Il ne faut pas dépasser non plus les fils blancs, parce que sinon ça va déclencher des alarmes. Non, ça il n'y a pas ici. Ça. C'est dans une autre salle. Ouais, mais en fait, c'est mal rangé. C'est mal rangé. Il n'est pas d'ici. Cette œuvre-là, elle est dans une autre salle. Une verre bouteille. Calibreuse, filtreuse d'ici faste non plus. Alors, oh, là, c'est mal rangé tout ça. Commutateur pour manutentionnaire expérimenté. Ça, c'est des œuvres de Stendhal. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, pas du tout. Non. Bah, ici, il y a une œuvre de Stendhal. Là-bas. Vous voyez le truc avec l'ampoule là? Oui. Ça c'est. Le titre c'est l'ampoule à ombre réduite. En fait, c'est une ampoule qui ne génère de l'ombre que d'un seul côté. C'est possible ça? Bah oui, c'est possible. Tiens, vous pouvez lire si vous voulez. Hein. Je peux avoir celle du commutateur? Si tu veux, si tu veux. Alors, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas Stendhal. Bon, vous savez, il y a plein de monde qui ne les connaît pas. Hein. C'est à partir de 1999 uniquement qu'il a commencé à être connu. Il y a eu une affaire là, en fait c'était un astronome norvégien qui est tombé dans l'oubli suite à une cavale et il a été réhabilité justement par les propriétaires de ce lieu qui s'appelle Rivan Tromer. Ça c'est le propriétaire. Mesdames, Messieurs, j'ai le privilège de vous présenter Emmanuel Hermange, président de la section française de la Stordal Society. Il contribue, comme vous le savez tous, à la révision de l'histoire occultée de l'astronome Sven Stordal. Le fonds Stordal est un ensemble considérable composé de photographies, d'inventions, de sculptures et objets ramenés de ses multiples expéditions. Il a été montré en France, bien sûr, mais également en Suisse, au Luxembourg et en Grèce. Emmanuel Hermange est ici accompagné de Riwan Tromer, secrétaire volant de cette organisation internationale. Merci, chers amis, de partager avec nous ces recherches que vous menez depuis tant d'années. Merci à vous, merci à cette noble institution de nous accueillir et de nous permettre de diffuser l'affaire Stordal. Nous sommes donc ici tous les deux pour vous présenter cette affaire dont la complexité, vous le verrez, nécessite plusieurs contributions. Donc le secrétaire volant interviendra régulièrement pour compléter ce que j'essaierai de vous exposer. Il faut bien évidemment commencer par vous dire qui était Sven Stordal. Sven Stordal est un astronome norvégien, l'un des plus éminents, qui est né en 1884 et mort en 1957. Il a été donc principalement actif pendant les années 1920-1930. Allez, venez par ici. Voilà, ici on rentre dans la salle qu'on appelle les jardins secs. Oui, il y a les animaux sèches, et il y a aussi des plantes sèches. Tout est sec. Oh, la panique qui dépasse. Oui. Et ça vous rappelle quelque chose? Non? Non. Faut pas trop toucher, hein.
C'est des œuvres fragiles. Ah, d'accord. Attention, rappelez-vous qu'il ne faut pas bouger le briquet. Continuez par là. Vous trouverez le seul lieu où il y a du sens. Voilà, comme la dame vous l'a vu, ici, c'est la seule salle où il y a du sens. Il faut le chercher un peu, mais bon. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. En attendant, venez voir autre chose par là. Voilà, vous avez là une œuvre d'art de Marco. Parce que ça a été exposé en 2004 à Cher. Mais je ne sais pas si tu tu étais peut-être trop jeune. Je m'en souviens pas, donc, probablement. Ouais, bah tiens. Parce qu'en fait, j'y étais là. Et j'avais fait deux ou trois petites vidéos. Alors, attends que je mette ça. Alors, on a la chance, hein, parce que en fait, Marco il a accepté de laisser une de ses œuvres à Cromer, qu'il a installé ici, parce qu'en fait, dans cette série d'œuvres d'art, il a utilisé de l'ocre. Et cet ocre-là, il venait d'ici. Attendez, il faut pas qu'elle le voie. C'est quand même mon propriétaire. Bah alors, Non mais il sait pas que je fais visiter. c'est bizarre. Ouais, mais en fait, comment dire, il ne me connaît pas. Mais comment il vous connaît pas? Il sait pas que j'ai fait visiter. Ici, faites attention dans la descente, essayez d'éviter les planches, sont un peu fragiles. On peut passer sur les côtés. Voilà. Donc ici, on est dans l'ancienne salle de lévigation. Maintenant, c'est la salle des crottes. Et ici, faites attention, il faut éviter de toucher la chaise sans pitié. Il ne faut pas trop rester longtemps. Donc on va passer un peu sur les côtés sans s'attarder. C'est une comparse de l'araignée. IPE. IPE, Oui, installation, paysagère et wood. c'est une bonne idée. Ça va? On y va? Oui, mais je crois qu'on va pouvoir se débrouiller toute seule Ah maintenant. non, pas tout seul, pas tout seul. Vous avez promis, on revient, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Ouais, Mais promis, on revient, ouais. on est sérieuse. N'importe quoi.
Monsieur, excusez-nous. Bonjour. Bonjour. On a quelques questions à vous poser si ça vous dérange pas. Bonjour, bonjour. Bah, si je peux répondre, ça me dérange pas. Si je peux pas répondre, c'est plus embêtant. Bon alors, pour un dossier d'études qu'on a à faire, on aimerait bien vous demander s'il serait possible de visiter tout ce site industriel. Ah. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que ça a été un site industriel, mais ça ne l'est plus. C'est devenu un site artistique sur l'ensemble des 2 hectares du site, d'une part, et d'autre part, ça n'est pas un musée. Donc il n'y a ni visite guidée, ni visite libre. Justement, une étudiante en art, ça nous intéresse. Oui, et comme c'est un site artistique aujourd'hui, ça pourra toujours nous être utile. Changer de fusil d'épaule, là, vous passez de l'industriel à l'artistique. Mais malheureusement, le site n'est pas plus ouvert aux gens qui font des études ou qui pratiquent l'art. Par contre, il est ouvert aux collaborateurs. Donc en bientôt 30 ans, ici, il y a eu, si j'ai bien compté, 175 séjours de collaborateurs qui sont venus pour participer à la construction du site. Si en tant qu'étudiante en art, ça vous intéresse de participer à une installation contemporaine, ça on peut discuter. Je pense qu'on est partante. Ouais, ça nous intéresse. Hein. Oui. Bon, mais alors il faudrait que je vous en dise plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on se voit en début de journée demain. Demain à 8h, ça vous dirait? Oui, très bien. Puis ça nous permettra aussi de savoir pourquoi et comment est-ce que ce site industriel est devenu un site artistique. Ah, ça c'est une très bonne question. On tâchera d'y répondre. D'accord. Super. Merci Ok, beaucoup. à demain. À demain, On bonne souhaite une journée. bonne journée. À Au vous revoir. aussi. Au revoir. On va mettre tous les outils à disposition ici. Donc, moi je vais nettoyer le tour, et vous nettoyez le dôme lui-même. D'accord. Tout ce qui est herbe sèche, on vire déjà. Et alors oui, tout ce qui est feuilles sèches, comme ça on enlève aussi. De manière, l'idéal ce serait de finir avec uniquement la brique et la mousse. D'accord. On fait attention aux orchidées. Et on y va. Chacun son seau. Ça devrait aller facilement. Si vous avez n'importe quelle question, surtout. Il faut empêcher que la fleur se fane. Rêver à déplacer les montagnes. Retourner la terre en clé macadam. Déposer, baiser dépourvu de flammes. And if you feel tight about us, the curtains are still in your hand. The velvet will weep if you shout what's left of the passion we found. Il ne nous reste que filigrane qui s'effrite autrefois titane. Peut-être que je vais m'en aller. On se rendra sur nos pas d'autrefois. Voir s'il se dirige toujours de toi vers moi. Nourrir les jours du passé qui nous fait mal. Tant sa grâce abîme notre désir animal. On se rendra sur nos pas d'autrefois. Voir s'il se dirige toujours de toi vers moi.
legends are still in your hair. The velvet weep if you shout what's left of the passion we found. Il ne nous reste qu'un filigrane qui s'effrite autrefois titane. Peut-être que je vais m'en aller. Il faut empêcher que la fleur se fane. Rêver à en déplacer les montagnes. Retourner la terre, angler macadam. Déposer, baiser dépourvus de flammes. Tiens, après l'entretien, pourquoi pas. Attention parce que le l'enregistrement, elle se fera un peu la malle. On déchargera après, on va déjà avoir Cromer. Tiens, Bonjour Cromer. Jean-Marie Lecnam, lui-même. Salut, je vas t'attendais bien pas si tôt. Ouais, ça va. Bah, je viens continuer mon documentaire. Je te présente François Malek qui fait le son cette fois-ci avec moi. Le fameux François Le Malek fameux dont François tu m'as Malek. parlé. Ah bah ouais. Tant de fois. Donc, et puis ils en ont profité pour me demander de t'amener une petite caisse qui vient d'Oslo. Ah, Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et bon, je devine, ils ont je profité devine. du voyage. c'est le supplément de sculpture qu'ils m'ont annoncé. Ah oui, où est-ce qu'on dépose tout ça Magasin des Rouges. Magasin des Ce serait Rouges. idéal, il y aura de la place. Ok, bon bah super. Hop, bah on va commencer par sa caisse. Hein. Allez. Oui, on prendra le reste du matos après. Oh, ça rigole pas. Je sais pas. Et bon, ils n'ont pas raté avec leur pique. Allez. Et jusqu'où on va comme ça? Bah, on va au magasin des Rouges. Bon, bah, c'est juste à l'autre bout de... Romain, on va mettre en haut la caisse. Là, sur les tréteaux, oui. Là Ouais. Ah, super. Ouais, ça ira, là, hein. Bon, impeccable. Hop. Oh, 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 oh. Ça, je reconnais. Oh, allez. Et c'est bien ça, hein. C'est bien ça. Tout à fait le même genre de sculpture que dans la caisse AC2DE. Les précédentes étaient immatriculées comme ça aussi, mais on n'a jamais compris à quoi ça correspondait, à quoi ça renvoyait.
fais quoi? Je prends des notes de tout ce qu'on peut voir ici. Moi, je fais un dessin. Donc regarde, j'essaye de faire la croix ici. Enfin, plutôt le signe féminin. Enfin, moi, ça me fait penser à un signe féminin. Mhm. Ah, attends une seconde. C'est quoi déjà le nom de cet endroit? C'est pas hermaphrodite? Un truc de... quelque chose dans le signe. T'as bien parlé de signe féminin, donc du coup, tu penses pas que ce serait ça? Eh ben oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu vas voir, on l'a déjà filmé celle-là la dernière fois, mais la lumière était vraiment pas terrible. Donc là, j'ai ramené un projo. Surtout que c'est une invention importante. Donc, on va essayer comme ça. Ok. Bon. Je te suis Le avec son, ouais, le son, tu fais pareil, tu le prends derrière. Le son, là, c'est juste là, surtout l'ambiance, quoi. Très bien. Bon. T'es prêt? Ouais. Petit réglage. Bah, écoute, pour moi, c'est bon. Moteur, ça tourne. Le son. Ça. Excusez-nous. Oui. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous êtes en train de filmer au juste? Bah là, on est en train de filmer, on est en train de faire un documentaire sur Stordal. Ah, Sven Stordal. Stordal. Voilà. Stordal. On peut vous aider éventuellement pour votre film? On est là Écoutez, quelques jours, oui. Ouais, vous êtes là quelques jours. Bah tombe bien, oui, ouais. pourquoi pas, Ouais. on va voir. Là, par rapport à ce qu'on a prévu, on va déjà essayer d'avancer un maximum. Mais bon, bah, si ça se présente, hein, pas de problème. Super, merci Là, on va beaucoup. essayer de finir ça. Allez, D'accord, on vous laisse bah, terminer. Bah à bientôt. Alors, À bientôt, peut-être. merci. Au Bonne revoir. journée, oui. Bientôt. Plus ma caméra. JP. Ça correspond à quoi JP? Jean Pellerin, ça doit être ça? Non, Pellerin. JP. Oui, possiblement. Mais c'est un réalisateur? 16 mm, de perforation. C'est quoi comme film? Ça pose dans une terrasse ou un jardin? Oui, je vais regarder un peu quand même. Allez, on y va? Oui, allez, attention. Tiens, il y a encore ces fiches. Ah oui. Le cinématoscope suivait. Oh, le commutateur pour manutentionnaire expérimenté. Ah oui, tu te souviens où ce qu'elle était? Non, non, je me souviens plus du tout. Attends, il me semble que c'était au zoo. Cette espèce de chambre froide. Cette vignette vient d'un ouvrage édité à Ispahan, vraisemblablement au XVIIe siècle. Elle illustre un vieux conte arabe, bien antérieur à cette édition, qui raconte qu'un sage de Bagdad, magicien émérite, savait faire descendre jusqu'à lui le bleu du ciel qu'il dirigeait, avec les gestes rituels idoines soutenus de litanies impénétrables. La seule réponse que l'on pouvait obtenir du magicien, évidemment questionné sur la fabrication de ces tissus inconcevablement merveilleux, étaient ces quelques mots sibyllins. C'est avec du bleu que l'on fait le rouge.
Être ou ne pas être dans son assiette. Télé. Ah bah il est là, tiens, regarde. Le commutateur pour manutentionnaire expérimenté. Ah, il était temps. Ça fait un vrai que je vous attendais. Attendez. Madame. Attendez. Take the kids away from this. I'm getting into trouble. We can't let grow this plate. We need to spit out this poison. Let them take all I got. I don't need anything, just need my soul and my hand. One bullet hole and there'll be nothing left of it if we go straight for the head. If we miss, death will kiss on the very first occasion, but the verb will remain. Many of us would take those lips. Let them take all I got. I don't need anything, just need my soul and my hand. One bullet hole and there'll be nothing left of it if we go straight for the head. Every little thing is flammable when you turn us into animals. We were meant to think for all of us, but you showed up. Every little thing is flammable when you turn us into animals. We were meant to think for all of us, but you fucked up. Ça a été entièrement rénové depuis la fois précédente. Alors, si tu veux regarder, jeter un œil. Ah, c'est vrai que la dernière fois, c'était complètement... C'était ouais. Ah, dis donc, il y a de la pellicule, là. C'est une bobine... Ah bah, c'est je du sais pas, 16 c'est mm. pas moi qui fais ça, hein. Mais ça fait pas partie de l'installation, là? Mais si, mais elle était là-bas. Ah, d'accord. Elle était sur la Et pile. qu'est-ce qu'il y a dessus, tu sais, non? Non, aucune idée. Euh, Aucune idée. C'est du 16. C'est du 16, on pourrait regarder. La prochaine fois que je viens, j'amène un projecteur. On regarde ce qu'il y a dessus, quand même. Je vais pouvoir prendre une photo. Ouais. Dépêchons-nous quand même. Avant que le gardien arrive. Bon sang. Bonjour. Alors, Ah non, non. Allez, venez. Vous allez m'aider. J'ai compté accorder un peu les châteaux mon municipal. Accordé. Tiens, à propos, vous connaissez les joueurs d'échecs? Oula, quel est ce cela?
Bah, il est encore en bon état. Hein. Très bon état, oui. On pourrait même penser que ça n'a jamais été projeté. Ouais. Et disons, ce serait un truc qui m'aurait été envoyé par Oslo pour archiver, qui disait se réperber sans avoir été répertorié. Bah ça pourrait, oui. Tu n'as pas de souvenir comme ça d'une caisse parmi toutes celles que tu as reçues avec des films hein. Peut-être mélangé à une invention. Tu ne vois pas que ce soit Stendhal lui-même. Comme on n'a aucune photo de lui, je ne suis pas du tout à quoi tu ressembles, mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à voir si on tombait sur une invention qu'on connaît. Mais tu dis qu'il n'y a pas de photo aussi, il y a quand même une photo de groupe. On le voit. Oui, mais c'est un grand groupe, alors on voit mal, mais ça vaudrait le coup. Peut-être d'agrandir ce détail de photo. Ouais, et de pouvoir comparer. Ouais. Et comment c'est arrivé là? Je ne sais pas du tout. Non, ils ont peut-être pensé que ça faisait partie d'une invention. C'était pas penser que c'était un film. Vous êtes encore là pour combien de temps? On va jusqu'à vendredi prochain. D'accord. Bon ben écoutez, d'ici là on va planifier ça par rapport à notre tournage. Oh bah super. Ok. Bon ben. À bientôt. À bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Tournez bien, bon courage. Ouais, merci. Ça te dit pas quelque chose tout ça? Si, je crois qu'on a déjà vu un. Attention, hein, regarde, il y a un truc là-bas. On risque de se le prendre. Là, on peut les poser ici. Ouais, vas-y. C'est pas ça. Medellin. C'est un Colombie ça. Je crois bien, ouais. Bizarre. Mais ça fait là. Déjà, peut-être qu'on a des sacs de café. Parce que j'en ai un peu neuf, mais. Alors qu'ici c'est de l'ocre. Bon, alors avec tout ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui, on aimerait vous demander si ça vous intéresserait qu'on puisse vous aider pour toutes les installations. Oui, bien sûr. Mais je préférerais qu'on dise que vous allez aider le site, que vous allez aider Garand L60, et non pas moi. Parce que en bientôt 30 ans de travaux ici, il y a eu quelque chose comme 170 séjours de collaborateurs, et ils ne sont pas venus, j'espère pour eux, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, ils ne sont pas venus pour m'aider, ils sont venus pour le site et surtout pour s'aider eux-mêmes. Donc ce que je voudrais, c'est que dans ce que vous allez choisir de faire, je voudrais que ce soit bien sûr utile pour le site, que ça fasse avancer les choses, mais je voudrais surtout que ce soit utile pour vous, que ce soit une espèce de formation ou de découverte. Et donc comment on a fonctionné jusqu'à présent? Eh bien, chaque fois qu'un collaborateur se présentait, on faisait la visite du site, on voyait ce qui était construit, on voyait aussi ce qui avait été abîmé ou détruit et qui donc demandait une restauration, et on voyait aussi, dans la conversation, on voyait aussi ce qui était prévu qu'on fasse et qui n'était pas fait. Et à ce propos, et alors donc ça c'est sur le site, et aussi ici, c'est les idées qui me sont venues au fil du temps dans mon dialogue avec le lieu, mais que je n'ai jamais eu le temps de faire et qu'aucun collaborateur n'a eu le temps de faire, parce que même s'ils sont nombreux, le travail est tellement énorme ici que tout ça, ça reste en plan. Donc ça, vous pouvez le consulter et vous déterminer en fonction du contenu. Et il y a aussi, pour vous y repérer, des plans. Alors soit ce sont des plans de détail de tel ou tel lieu, soit ce sont des plans
de l'ensemble du site. Et puisqu'il s'agit de travailler, je vais vous en montrer un, le plan. Voilà, ce plan-ci. C'est la division en 153 zones. Mais vous n'avez pas encore débarrassé la table. Il faut mettre la table parce que moi ça va être prêt, je suis désolé. Ah, tu nous cherches? Ah oui, ça, sans condition. Bon, et ben on reprend après le repas, si vous voulez bien. Oui. Il ne faut pas faire attendre François. On va être content. Et voilà, François, c'est prêt. Non, pardon de te déranger en pleine nuit, mais c'est juste que... alors je t'explique, avec Marie, là, on est dans une ocrerie en Bourgogne, c'est pas super loin de Paris, c'est à 2 heures et demie de route. Sauf que, disons qu'on a quelques petits soucis ici, et... Il y a plein de frelons. Oui, entre autres. Il y a des araignées. Oui, aussi. Mais surtout que, disons que... on a vraiment besoin d'aide, en fait. Ah tiens, encore des bouteilles bleues, encore, ouais. Donc, oui, vous pouvez vous installer là, toutes les deux ici. Donc, action. Alors, monsieur Trommer, nous avons quelques questions pour vous à propos de Sven Stordal. D'abord, on a beaucoup entendu parler de cet homme en découvrant toutes ces installations présentes sur ce site. Mais une question nous taraude quand même pas mal, c'est... selon vous, était-il plus scientifique ou artiste ? Au départ, Stordal est un scientifique. Il a une formation scientifique, il est né en 1884, il est mort en 1957. Il a fait ses études à Paris, il était d'une famille francophone et francophile, bien que norvégien. Et d'ailleurs, beaucoup de ses notes sont tantôt en français, tantôt en norvégien. Bref. En tout cas, il démarre sa carrière comme scientifique, comme astronome. Ça c'est très clair. Et lorsqu'il publie son premier livre, c'est aussi un livre purement scientifique, qu'il écrit après avoir été frappé par un livre de Lucien Rudeau. Lucien Rudeau, c'est un astronome français, qu'il a donc connu en France, et c'est important, ça, qu'il ait fait ses études en France, parce que ça lui a fait découvrir le livre de Rudeau, qui l'a beaucoup inspiré pour la suite. Le livre de Rudeau s'appelle Sur les autres mondes. Et Sterdal prend cette voie-là. On peut considérer même que c'est un élève de Rudeau, bien qu'il n'ait pas été élève au sens étudiant, mais enfin c'est un fils spirituel en quelque sorte. Bien, jusque-là c'est simple. Sterdal organise une expédition dans les Grands Nords. Pourquoi ? Parce qu'il a une théorie tout à fait révolutionnaire concernant la cosmologie, la cosmogonie. Et pour confirmer cette hypothèse, il organise donc cette expédition qui sera une circumnavigation dans la mer de Barents. Il part
Il part de Norvège, bien sûr, et ensuite il va aller vers la Nouvelle-Zélande, qui est une terre russe. Il va revenir par le Spitzberg et redescendre. Si vous avez un petit peu la carte de ces régions sous l'œil, vous voyez qu'il remonte bien au nord. Alors pourquoi? Parce que son idée, c'est de faire des photographies en pensant que les photographies dans ces conditions tout à fait spéciales, des grands nords, photographies de ciel, vont pouvoir confirmer son hypothèse. Il part avec 3 photographes. Alors lui-même fait des photographies. Les 3 photographes qui l'accompagnent font aussi des photographies. Il revient et il parle de ses découvertes et il dit voilà, j'ai les preuves. Sauf que ces découvertes, ces théories sont un grand chamboulement dans le monde de l'astronomie et ça paraît extraordinaire, mais c'est pas du tout rare dans le domaine scientifique. Ça bouscule trop l'orthodoxie du moment, au point que les collègues disent qu'il faut le faire taire. Vous avez sûrement entendu parler d'exemples récents analogues, donc j'insiste bien, c'est pas un cas rare, parce que ça paraît être une histoire totalement fantaisiste de se dire qu'il y a des scientifiques qui vont saboter un autre scientifique parce qu'il a des idées extraordinaires. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui arrive. Et donc, Sterdal passe du statut de scientifique connu au statut de parfait inconnu. Il disparaît totalement des annales scientifiques. Et jusque-là, ça répond à ta question, c'est un parcours purement scientifique. Bien. C'est à 2 historiens des sciences que nous devons les principales découvertes sur Sven Sterdal. Ils ont rencontré Riwan Trommer à Paris à la fin des années 1990 et c'est ainsi que toute l'affaire a commencé. La première fois que nous avons eu l'occasion de découvrir les éléments dont je vais vous parler tout au long de cette conférence, c'est dans la galerie Michel Chaumette en 1999 à Paris que je les ai moi-même découverts. C'est ainsi que je me suis mis, moi aussi, à m'intéresser à cette affaire. Cette exposition chez Michel Chaumette à Paris montrait quelques éléments, mais évidemment n'était pas encore complète, puisque en 1999, seulement une partie de tout ce qui constitue aujourd'hui le fonds Sven Sterdal avait été mise au jour par les 2 historiens des sciences que sont Jos van Rie et Finn Røtherm. Aidé par un autre Norvégien qui s'appelle le docteur Tornelius, et qui est important parce que Tornelius habite Trondheim. Trondheim, c'est la ville natale de Sterdal. Et il y a toujours à Trondheim, à l'époque où ces 3 personnages se mettent en quête, il y a toujours la maison natale de Sterdal. Les 2 historiens des sciences dont j'ai parlé étaient sur une toute autre piste parce qu'ils ne connaissaient pas plus Sterdal que quiconque. Et donc, sur une autre piste, ils tombent sur un lot de 223 photographies miniatures, toutes petites, qui ont des origines très différentes. Et en particulier, l'un de ces lots porte le nom de Sandrar. Alors pourquoi moi je suis dans le coup, pourquoi je suis au courant de tout ça? Parce que, voyant le nom de Sandrar, il fouille de ce côté-là, et il découvre que, à l'époque, Sandrar est à la fois connu comme écrivain et en même temps méconnu. Mais il me trouve moi. Pourquoi? Parce que je suis le premier, c'est pas pour me vanter, mais c'est au contraire pour dire à quel point le paysage universitaire peut parfois être lamentable. Je suis le premier à avoir fait une étude sur Sandrar en France. Et il y avait eu une étude aux États-Unis, ensuite moi en France, et ensuite il y a eu une étude aussi en Suisse. Donc les études sur Sandrar étaient vraiment très rares. Donc voyant que j'ai fait une étude sur Sandrar et voyant que Sandrar connaissait Sterdal, non seulement le connaissait, mais avait fait partie de l'expédition dans le Grand Nord, les 2 historiens prennent contact avec moi. Ça vous explique pourquoi je connais les dessous de l'affaire. Bon. Donc, Jos van Rie et Finn Røtherm
exhument une histoire, une aventure, une découverte, un bonhomme, des documents. Vous pensez dans quel état d'excitation ils sont. Donc ils font faire des recherches systématiques dans la maison de Stendhal à Trondheim, dans la maison, dans les combles, partout. Ils trouvent des choses vraiment très intéressantes et ils se disent, mais il faut aussi fouiller le jardin. Ils fouillent le jardin et dans le jardin, qu'est-ce qu'ils trouvent? Des tubes en fer, très rouillés, vous vous en doutez. On ouvre les tubes et qu'est-ce qu'on trouve dans les tubes? Des grands tirages photographiques, donc de la photographie argentique noir et blanc d'époque, de très grands formats, mais à moitié pourris, évidemment, à cause de l'humidité. Après ça, une équipe se met à travailler sur ces restes et reconstitue à l'ordinateur la photo entière. C'est ce que vous avez vu sur les murs. Donc, je réponds là à la question, c'est quoi les grands tirages? Ce sont des grands tirages modernes, faits d'après les restes et à l'identique quant au format. Merci beaucoup, cher secrétaire, pour ces précisions. Bon, alors pourquoi une galerie? Et là, on arrive à ta question, c'est parce que ce qui nous frappe, c'est que ces documents, qui sont des documents purement scientifiques, sont super beaux. Non seulement ils sont super beaux, mais en plus ils sont d'une originalité dans le domaine photographique tout à fait sidérante. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc tout de suite la question se pose la même que toi. Est-ce que Stendhal, ayant rassemblé tous ces clichés, donc certains de sa main si on peut dire, de son œil, d'autres des trois autres photographes qui l'accompagnaient, dont Sandra, est-ce que réellement pour Stendhal c'était des documents purement scientifiques ou est-ce qu'il en a aussi senti l'intérêt esthétique et l'originalité esthétique? Donc la question se pose très vite. Et c'est pour ça qu'on montre ça dans une galerie d'art à Paris et non pas dans un domaine, ça aurait pu être dans un domaine scientifique, dans un lieu scientifique. Bon. Après ça, Finn Rutorm et Jos van Drie créent la Stendhal Society. La Stendhal Society, un nom anglais parce qu'ils voulaient que cette société fonctionne de manière internationale. Le siège est à Oslo. Je dis Oslo parce qu'on va en reparler tout à l'heure à propos des sculptures qui sont ici, des sculptures et autres choses. Et il y a des sections nationales, il y a une section française, il y a une section japonaise, il y a une section coréenne, et puis il y a des chercheurs freelance en Grèce, par exemple, en France aussi. Bon, bref, ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui se mettent sur la brèche et qui se mettent à chercher. Et qui donc aident les trois chercheurs de départ, Jos van Drie, Finn Rutorm et le docteur Tornelius, qui eux, de leur côté, continuent à faire des découvertes. Et les sections nationales en font aussi en particulier. On découvre que Stendhal est allé en Corée, on découvre qu'il est allé au Japon, on découvre qu'il n'a pas eu seulement une activité d'astronome, mais aussi une activité d'ethnologue. En particulier, il s'est beaucoup intéressé aux populations dites archaïques d'extrême Sibérie. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des éléments ici sur le site qu'on pourrait vous montrer. Et on découvre aussi qu'il a fait des peintures. Alors pourquoi je parlais tout à l'heure de Rudeau? Parce que Rudeau, dans son livre sur les autres mondes, qui est un livre purement scientifique, fait par un astronome qui a une réputation tout à fait établie, il est directeur de l'observatoire de Donville, il a été admis à l'Académie des sciences à 18 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, donc Rudeau est un personnage 100% scientifique, sauf que si vous prenez son livre, je peux vous le montrer, je dois l'avoir là, il y a dans le livre une bonne centaine de documents qui ne sont pas du tout des photos, mais qui sont des peintures faites par Rudeau. 1937, est-ce que vous imaginez qu'en 1937, la librairie Larousse, tout ce qu'il y a de plus sérieux, publie un livre d'astronomie avec des choses peintes à la main par l'auteur du livre. On est tous à peu près d'accord pour dire non, il était absolument conscient que avec ces documents scientifiques, en fait, il n'était pas seulement dans le domaine scientifique. Bon. Et on a aussi des inventions faites par Stendhal, et la même question se pose en voyant les inventions, c'est des inventions incroyables.
Mais ça a l'air souvent d'être des sculptures. Et le dernier épisode, c'est que il y a 2 ans, il y a une caisse, une énorme caisse, qui arrive à Oslo, et qu'un camion dépose devant l'immeuble où est le siège de la Stordal Society, le siège central. Le camion se barre, laisse la caisse, un coup de téléphone à la Stordal Society. La caisse sur le perron, là, c'est pour vous. Alors les types, ils descendent, ils trouvent l'énorme caisse, ils la montent, ils l'ouvrent. Et dedans, ils voient des tas de chiffons dégueulasses. Et en fait, les chiffons dégueulasses, c'est un emballage de sculptures. Bon, vous pourrez les voir, puisque je dois vous dire que Oslo archive tout ce qui est à 2 dimensions. Il se trouve que je gère en Bourgogne depuis maintenant un quart de siècle un site historique qui n'a rien à voir avec Stordal, mais où il y a beaucoup de place puisque c'est une ancienne ocrerie, donc avec des grands hangars. Oslo me contacte pour me dire est-ce que ce serait possible de stocker les objets à 3 dimensions en Bourgogne. Évidemment, j'accepte. Ça fait beaucoup plus de travail, bien sûr, pour la section française de la Stordal Society, beaucoup plus de travail aussi pour moi, mais le gros avantage, c'est qu'on a en France, à portée de main, aisément consultable, des pièces très importantes, puisque toutes les machines construites par Stordal sont ici, enfin en Bourgogne. Tout ce qu'il a ramené de ses expéditions chez les Tchouktches en Sibérie orientale, c'est ici aussi. Et les archives d'Oslo se contentent de diffuser, d'éditer et de diffuser une fiche par objet, et chaque fiche est envoyée à tous les Stordaliens. Donc Oslo, 2 dimensions, Bourgogne, 3 dimensions. Les installations, c'est moi qui les ai faites, et les œuvres de Stordal sont rangées dans des placards que Jean-Marie Lecnam pourra vous montrer. Oslo fait des fiches sur les objets plus ou moins extraordinaires qui sont découverts au fur et à mesure et envoie ça à tous les adhérents. Donc Jean-Marie Lecnam les a, je les lui ai communiqués, moi je les ai ici aussi sur l'ordinateur. Donc outre ce qui est caché dans les placards, enfin quand je dis caché, c'est pas vrai, c'est pas caché, mais si on n'ouvre pas les placards, on les voit pas. Outre ça, vous pourriez avoir accès à ces sculptures et après tout apporter votre propre réponse à la question que tu poses. Sur les sculptures, il y a cependant une discussion, en fait, c'est pas vraiment une polémique. C'est quoi ces sculptures? Eh bien, il y avait une notice, enfin il y avait une petite note, et deux feuillets dactylographiés dans la caisse, disant que ces sculptures sont des miniatures de pieds et de monts en Chine. Ça paraît bizarre. En fait, Stordal a organisé une expédition en Chine aussi. Bon, il était très porté sur l'Orient, hein. Mais c'est une expédition pour le coup d'alpinisme. C'était un type qui aimait les sports un peu difficiles. Donc, il va dans les Grands Nord, après il va faire de l'alpinisme avec une équipe en Chine. Et donc la notice précise que ce sont des pieds d'alpinistes, vous verrez, qui sont stylisés évidemment, et des monts de Chine, avec des formes tout à fait extraordinaires, mais qui ne sont pas si extraordinaires que ça quand on connaît les montagnes chinoises. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a en Chine énormément de reliefs tout à fait extraordinaires, tout à fait fantasmagoriques, on peut dire, et qui sont bien réels. Du reste, on en trouve des photos très aisément sur Internet. Bon, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la discussion s'ouvre, mais d'accord, c'est fait avec l'équipe qui est allée en Chine avec Stordal, mais qui a fait ces sculptures miniatures? Enfin, pour les pieds, c'est pas miniature, c'est à peu près grandeur nature, mais pour les monts, oui. Bref, qui a fait tout ça? Alors, il y a les uns qui disent, c'est un gars de l'équipe, puisque la notice dit ça, c'est quelqu'un de l'équipe. Et il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est Stordal lui-même, parce que ces sculptures ressemblent tout à fait, mais c'est vraiment le même style, de sculptures qui ont été montrées au musée Réatu à Arles. Et je pourrais vous montrer là des photos du catalogue du musée d'Arles, avec donc
sculptures dont on est sûr qu'elles sont de Stendhal, et vous verrez la parenté, à mon avis, évidente avec ce qui est stocké ici dans les placards. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on s'est dit de plus en plus, mais ce type, bon déjà il avait l'étiquette astronome et ethnologue, qui sont des étiquettes scientifiques évidemment, mais de plus en plus on est obligé de le considérer aussi comme un artiste. Bon, de toute façon, un personnage hors de l'ordinaire, et on comprend avec le recul, on comprend aussi à quel point il a pu déranger à l'époque, parce que non seulement il arrivait avec une théorie révolutionnaire, mais en plus il apportait comme preuve des choses qui n'étaient pas dans la norme scientifique. Quel type d'objets trouve-t-on dans les archives stendhaliennes? Eh bien, ils sont assez surprenants. Lorsqu'on les présente au public, on se rend compte de leur étrangeté, à la réaction que de nombreuses personnes peuvent avoir. Je vous en citerai par exemple un parmi beaucoup d'autres. Un appareil à mesurer la profondeur des nuages. Un autre, tout à fait connexe, un appareil à mesurer la profondeur du ciel, et un autre appareil qui lui est tout à fait relié, qui s'intitule appareil à mesurer la longueur, la lenteur et la langueur des nuages, également élaboré en 1938. Et on trouve également des sculptures dont on ne sait pas toujours comment les placer par rapport à ces appareils que je viens de nommer. Par exemple, une sculpture intitulée « La caresse du nuage au flanc du mont Wu », élaborée probablement dans les années 1930. Voilà la diversité face à laquelle les historiens des sciences doivent prendre des options d'interprétation, car l'herméneutique des objets et des photographies et des peintures assemblées, produits par Sven Stendhal, n'est pas simple. C'est-à-dire on a commencé, je vous ai dit, dans une galerie d'art, et puis peu à peu, les choses étaient présentées comme dans un musée de sciences naturelles ou un musée de sciences physiques. Donc ça, c'est disponible aussi. Et ça répondrait également à vos questions. J'ai raconté l'histoire de Stendhal à peu près, sans entrer dans les détails, ça répond à ta question. Je pense avoir aussi répondu à la tienne. S'il y en a d'autres, évidemment, je réponds volontiers. Bonjour. Vous savez où sont Sabine et Marie? Ils étaient là, normalement. Ok, merci. Sabine? Sabine, tu fais quoi? J'ai galéré à vous trouver. C'est grand ici, c'est une forêt. Ouais, en plus, il y avait un mec chelou à l'entrée. Je crois que c'est le gardien. Ouais, peut-être. Tiens, écoutez ça encore. Le promeneur, pour être nous, même s'il s'abandonne à la méditation, doit savoir rester actif.
Le site s'offre si l'on est prêt au dialogue, pas seulement à l'écoute. 1000 choses à découvrir, cachées au-dessus, au-dessous ou à côté du regard habituel. Un jeu de piste, une course au trésor sans trésor bien entendu, le trésor est le jeu lui-même. Des signes à foison, pas de signification, un jeu, pas de règles du jeu, chacun les invente à sa façon. Eh, t'es bien regardé là. J'avais vu? Il y a que des 7 et des 8. Je pensais que c'était une piste. C'est rien. Je sais pas pourquoi, mais. 8, c'était 15, 15, ouais. C'est pas pour te faire de 2 chevaux, ça? Où ça? Quoi? Bah là, dans l'arbre. Non. Non, c'est pas possible. Je pense pas, non. Tu sais, un phare de 2 chevaux, c'est pas comme Ouais, si dans dans un arbre, c'est vrai. Hein. C'est la même couleur, hein. Ouais, mais ça, y a pas qu'une seule de chevaux, hein. Il y en a plusieurs, hein. Non, enfin, je suis quand même venue de Paris pour vous chercher. Parce que vous m'avez appelé en pleine nuit un peu, non? Ah, tu peux rester quelques jours, ça te fera du bien en plus, respirer l'air de la campagne. Et là-haut, y a quoi? La salle des lambris. Vous êtes déjà allé? Non, pas vraiment, non. Pourquoi? Tu sais, là, il y a 3 petites portes sur tout l'étage, mais disons qu'on n'a pas franchement voulu y aller. Rover, il nous a dit oui, vous pouvez parfaitement y aller, ça, y a pas de souci. C'est juste que si jamais vous y rendez, surtout faites bien attention à refermer et à ne surtout pas les laisser sortir. C'est poussé là. Quand on est venu ici la dernière fois, c'était pas là, on est d'accord? Putain, il y avait des plaques d'immatriculation. Quoi? Tiens, dis. par curiosité, c'était quoi ta plaque d'immatriculation? Non, bah voilà. Quoi, c'est notre Quoi? plaque. Alors ici, on est dans la salle du chapeau, qui est une dénomination moderne. Et pourquoi tout est rouge et recouvert de poudre ici comme ailleurs? On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais comme je te disais l'autre jour, les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Il y avait de la poussière partout, en suspension et en permanence, ce qui fait qu'au fil des ans, évidemment, tout a été recouvert de cette poudre. Et oui, je disais, les conditions de travail étaient vraiment très difficiles. Et tu vois, par exemple, là, on est à peu près à 1,50 m.
on se parlait sans se voir. Ça, c'est un témoignage direct Ah ouais. que j'ai de quelqu'un qui a connu ça. Donc, les gars étaient complètement imprégnés de rouge. Ils avaient la peau rouge en permanence parce que la poussière est tellement fine qu'elle entrait dans les pores. Mais beaucoup plus grave, la poussière entrait aussi dans les poumons. Ah oui. Et donc, les types mouraient très jeunes d'une maladie dont j'ai oublié le nom, mais qui est l'équivalent pour l'ocre de ce qu'est la silicose pour les mineurs du charbon. Et donc, ces conditions de travail étaient tellement difficiles qu'il a fallu recourir à une main-d'œuvre immigrée. À l'époque, c'était ni les Nord-Africains, ni les Syriens. C'était des Portugais et des Espagnols qui, eux, acceptaient de faire le travail. Et une fois de plus, comme tu sais, avant, il y avait eu les Italiens, il y avait les Polonais. Ouais. Une fois de plus, on peut dire que, heureusement, qu'il y a les immigrés pour construire ce Ouais. pays, parce que sinon, je me demande ce qu'il y aurait debout. Et c'est pour ça, c'est pour rendre hommage à ces types qui venaient de lointains villages, que j'ai installé les habits pleins d'ocre qui sont là-haut, au-dessus de l'ocrerie Ah ouais, jaune, on a aperçu, ouais. et les valises, et des signes rouges, parce que, évidemment, tu crachais le sang avant de crever. Et comme par hasard, les gens du coin ici, qui sont très fortement xénophobes souvent, ont complètement oublié ça. Ah oui. Que la richesse du pays Ça, reposait sur de malheureux immigrés. Il est où Alex? J'en sais rien. Je crois qu'il est parti. Quel minable. Sans prévenir en plus. Hein. Quel minable. On est toujours sans voiture, hein. Oh. On fait comment pour rentrer? Je vais appeler Alex tout à l'heure. Je pense qu'on va peut-être un peu l'engueuler quand même. Hein. Avec plaisir. Autant d'avoir le carnet. D'accord que c'était les trois mêmes hein, à l'instant. Ça devait être des triplés. Ouais, enfin, c'était à peu près les mêmes genres de musique aussi. C'est la même musique.
Tiens, regarde. Encore JP. JP. Ouais. C'est pas celui qu'on a vu, tu sais, dans la salle, on a trouvé la bobine de Oui, film. si, sur les ardoises. Jean Pellegrin. C'était ça, c'était Jean Pellegrin. Tout à l'heure, dans une des salles qu'on a visitées précédemment, on a trouvé une sorte de bouteille ou de pile. Une pile avec marqué JP dessus. Et on a trouvé d'autres inscriptions JP. Ouais. Et on aurait pensé Jean Pellegrin, parce que c'était marqué Jean Pellegrin sur aussi une bobine qu'on a trouvée dans une de ces salles. Mais est-ce que vous sauriez qui c'est? Ah non, bah alors moi j'ai aucune idée. Alors là, vous posez une question. Ah, un instant, j'installe ça, ils arrivent. Hein. Je vérifie que c'est dans l'axe. Oui, je vous écoute. Alors, on a vu plusieurs inscriptions avec un nom dessus, JP, JPL, Jean Pellegrin, et on aimerait bien savoir qui c'est, si c'est un ami à vous, s'il a collaboré avec vous. C'est effectivement un ami, ou plutôt c'était un ami, parce qu'il est mort maintenant, et franchement, remuer ces souvenirs douloureux, excusez-moi, mais j'ai pas trop remis. Tant pis, Pas c'est trop. pas grave, on comprend bien. Je suis en train de remettre ça en état. Vous savez ce que c'est? Non. C'est un regard. Vous savez ce que c'est un regard? Pour Un regard, contrôler, c'est- contrôler le niveau d'eau. C'est une fosse qui permet de vérifier la bonne circulation des eaux souterraines, les pluviales. Donc c'est pas vraiment une question de niveau, c'est plutôt une question de circulation. Et donc là, vous avez un regard levé au ciel bleu. À plus tard. Au revoir, à plus tard, à plus tard. Regarde le au ciel.
Alors là, il a un peu vrillé. Voilà. On va dire où on est. Ah, génial. T'as vu, c'est trop beau. Ah, il faut que je te montre les pièces dont on parlait, ramenées par Stjørdal d'une de ses expéditions, il y en a eu deux, en Sibérie extrême orientale. Ce sont des pièces préhistoriques, paléo-tchoukch, mais dont on ne savait rien d'un point de vue historique, enfin très peu d'un point de vue historique, et évidemment rien d'un point de vue préhistorique. Voilà donc des pièces rarissimes, ramenées par Stjørdal. Et tous ces trucs noirs là, c'est quoi? Tous ces... Ah, ça c'est une toute autre histoire. Bon, bah tu sais qu'après le tournage, François s'est installé. Bah ouais, c'est le tellement installé plus, ici. Ouais. Il s'est installé un atelier, etc. Et il a posé la même question que toi. Pourquoi après, ce qu'il veut faire, c'est sauver tout ça. En nettoyant et en traitant contre les insectes cryophages. Et il veut traiter tout ça parce que, je lui ai dit, ce que je vais te dire maintenant, c'est que c'est une collection de sculptures de la jeunesse de Pellegrin. Ah oui? Et Pellegrin était fonctionnaire, haut placé, très haut placé même au ministère de la Culture. Et il avait en même temps une activité artistique de toujours, mais qui était totalement secrète et qu'il voulait secrète. Pourquoi? Parce qu'il se disait que s'il exposait, il ferait comme tout le monde, il exposerait tantôt aux galeries, tantôt en musée. Et s'il exposait en musée, il savait bien que on l'accuserait de profiter de sa place pour montrer, ouais, donc de bénéficier d'une complaisance corporatiste. Et s'il exposait en galerie, c'est la galerie qui serait suspectée de l'exposer parce qu'il était haut placé, etc. Donc il disait, mon œuvre, de toute façon, ne sera jamais considérée pour ce qu'elle est vraiment. Tout est faussé d'avance. Donc je ne peux pas montrer. Bon, c'est une position un peu radicale et un petit peu étonnante, mais qu'il a tenue toute sa vie. Et il est mort sans avoir jamais exposé. Et ça, donc, c'est des choses qu'il avait entreposées chez moi à la Bastille. Quand j'ai déménagé à la Bastille, j'ai tout ramené ici et c'est resté quasi à l'abandon, ce pourquoi les insectes avaient commencé à dévorer tout ça. Et tu dis de jeunesse, il y en a plein. Ces autres œuvres, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors je dis de jeunesse parce que oui, la question que tu poses est tout à fait centrale. Pourquoi? Parce qu'en tant que haut fonctionnaire au ministère de la Culture, il a été chargé d'un énorme projet qui consistait à transformer une friche industrielle, très vaste friche industrielle, en zone d'activité culturelle.
Le ZAC est un autre style que celle qu'on connaît. Et ce projet-là était copiloté par le ministère de la Culture et par la municipalité où était située cette friche. Ça a duré des années. Pourquoi? Parce qu'il y avait un différend entre le ministère et la municipalité qui ne voyaient pas du tout le projet de la même façon. Et pendant tout ce temps, du coup, Pellegrin s'est installé dans cette friche qui lui permettait de faire des choses... Il a squatté, quoi. Il a squatté et il voulait faire, c'était lui, il voulait faire des choses de grand format. Ouais. Et le fait de disposer de cette friche lui a permis de faire vraiment des sculptures, parce qu'il était sculpteur et peintre, mais plus sculpteur que peintre. Ça lui a permis de faire des sculptures de très grande dimension. Et les œuvres maintenant, elles sont où? Elles sont nulle part. Hein? Il ne reste rien. Rien, vraiment rien. Rien C'est du une tout. histoire plus que triste, tragique. Cette friche qui devait être transformée donc en zone culturelle, j'étais dit copilotée par le ministère et la municipalité. Ouais. Les deux se sont fâchés, puisque le ministère et la municipalité avaient des idées très différentes de ce que devait être ce projet. Donc, le projet est totalement tombé à l'eau, et la municipalité a décidé de raser la friche pour construire des logements. Ah ouais. Donc on a envoyé les bulldozers. Jean n'a rien pu faire parce qu'il ne savait même pas que ça tournait vinaigre à ce point. La friche a été rasée et les œuvres qu'elle contenait avec. Donc il ne reste strictement rien. Ah, ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé, il ne reste rien à part les photos que j'ai faites sur plusieurs années sur place. Il y a une exception, c'est une œuvre qu'il avait faite une fois en venant ici, quasiment pour s'amuser sur place, qui est la grande tour bleue que tu connais, qui est à Ah oui, côté, là. Et c'est tout. C'est tout. C'est la seule œuvre d'amateurité. Et puis, bien sûr, les œuvres de jeunesse dont je te parlais, celle-ci, Ah oui, celle-ci, ouais. et une autre qui est très différente, qui était un cadeau qu'il m'avait fait à l'époque, que je pourrais te montrer. Ah si bah tu veux. oui, oui. Tu finis de me montrer ce que tu voulais. Oui, alors donc là, c'est des pièces toujours paléotuques que Stendhal a ramenées de cette expédition dont je te parlais. Là, c'est le cadeau dont je te parlais, la sculpture que Pellegrin m'a laissé, ça va faire un demi-siècle maintenant, un bon demi-siècle. Ouais. C'est vraiment très différent de ce que tente de sauver François. Ah oui, parce que ceux dont s'occupe François, ça date de la trentaine à peu près de gens, alors que ça, c'est un cadeau qu'il m'a fait dans notre prime jeunesse, on avait quoi, la vingtaine peut-être, Ah oui. pas plus. Hein. Ouais. Alors, encore en train de bosser sur Pellegrin. Quand vous alliez sur la friche, par exemple, il parlait volontiers de son travail. Volontiers, non. Parce qu'il avait un côté ours, et puis il y avait toujours cette obsession du secret, qui fait que même quand il acceptait la discussion, on ne savait jamais s'il était sérieux ou pas, si c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, ou bien s'il plaisantait. C'était toujours très très difficile de le savoir. Allez, pour ce qui est des matériaux, toutes les œuvres de jeunesse donc, qui sont ici, qui ont été remises au jour et puis travaillées pour leur sauvegarde par François, c'était uniquement du bois. Et puis l'œuvre de jeunesse que je t'ai montrée aussi, dont il m'avait fait cadeau, c'est aussi du bois. Mais plus tard, pour la période, on va dire, de la maturité, non, le bois est tout à fait exclu et il va employer plutôt des matériaux de type industriel, donc des métaux, du caoutchouc, des choses comme ça, puisque dans ce travail-là, il fait beaucoup de récupération. Il fait beaucoup de récupération dans le domaine, on peut dire, industriel. Donc beaucoup de métaux, oui.
Et c'est technique, alors les métaux, ils faisaient de la soudure, ils faisaient... Oui, alors, non seulement il faisait de la soudure, mais il faisait de la désoudure. Parce que c'était impossible de savoir si c'était fini ou pas fini. Parce que sans arrêt, il ajoutait des choses, et puis donc soudure, ou bien boulonnage, et puis il déboulonnait, il dessoudait, ça changeait sans arrêt, il n'était jamais content. Et grosso modo, on peut dire que dans un premier temps, il ajoutait des choses, et dans un deuxième temps, au contraire, il enlevait et il simplifiait au maximum. Et donc, dans les photos qui existent, moi le premier, je suis dans la capacité de dire c'est une sculpture finie ou c'est une sculpture en cours, parce que je pouvais très bien faire une photo à un moment donné, mais une fois que j'étais parti, je ne sais pas du tout si lui il apportait des changements ou pas. Et comme tout ça, comme tu sais, a été détruit, rasé quand la friche a été rasée, qui peut dire que les photos sont un état définitif ou un état provisoire? On ne sait pas. Mais lui, quand il t'autorisait à faire des photos, oui. C'était pas du tout en rapport avec un état particulier. Ah non, non, non. Tu faisais des photos quand tu voulais, tu savais pas du tout où ça en était de son travail. C'est pas vraiment quand je voulais, puisque d'abord il voulait pas de photos. Il voulait pas de photos, il avait peur que s'il y avait des photos, il puisse être grillé en quelque sorte. Donc je pouvais pas dire je vais faire des photos de ta sculpture quand elle est finie. Donc la ruse consistait uniquement à dire, moi en tant que collègue et en tant qu'artiste, ça m'intéresse de savoir comment tu travailles, et donc ça m'intéresse de faire différentes photos de différents états. Donc j'ai photographié au fur et à mesure, quand je pouvais être là, au fur et à mesure du travail. Mais lui, il m'a jamais dit, vas-y, cette fois c'est fini, n'est-ce pas? Puisque de toute façon, mon rôle n'était pas de faire des photos d'un travail fini, mon rôle, officiellement, c'était de faire, au contraire, des photos du travail en évolution. Alors les titres, c'est toujours des choses que j'ai entendues, dites par lui. Mais quand on voit les titres, on a vraiment l'impression que c'est toujours des plaisanteries ou des pirouettes. Canary Canan, par exemple, ou les trirèmes qui font allusion à des bello-bellicos. On avait vraiment l'impression qu'il s'amusait, lui, mais qu'il s'amusait aussi de nous, en nous donnant des titres qui, manifestement, étaient des blagues. Mais moi, je les ai retranscrits tels que je les ai entendus. Il y a d'autres exemples là, de titres que tu peux nous citer? Par exemple, il y en a un qui s'appelle Mademoiselle Odalisque. C'est vu la sculpture qui est une énorme masse métallique de type industriel. C'est manifestement une plaisanterie. L'autre, enfin, à mon avis, l'autre, les trois grâces qui sont des énormes sculptures qui n'ont rien de gracieux, puisqu'au contraire, c'est des masses imposantes et quelque peu ovoïdes. C'est un autre exemple. Présentation du gouvernement à la presse. Le gouvernement, c'est des blocs de béton avec la presse qui sont des espèces de grilles. Je crois que ce sont des exemples qui montrent bien qu'ils s'amusaient. Il y a une sculpture qui s'appelle tapis volant, une autre qui s'appelle tapis roulant. Je crois vraiment qu'on peut dire qu'ils s'amusaient beaucoup. Alors, les sculptures elles-mêmes, manifestement, c'est un travail hyper sérieux, et la façon dont il travaillait, comme je te disais, très scrupuleuse, j'ajoute, j'enlève, sans arrêt, il allait vers ce qui était sans doute pour lui une recherche de perfection. Je pense qu'on ne fait pas un travail aussi énorme, aussi imposant, uniquement pour la blague. Non, c'est pas possible. Mais les titres, je crois que les titres sont toujours des blagues, ou presque toujours des blagues. Dans tous ces titres, il y en a peut-être un qui est tout à fait sérieux, c'est les moteurs. Il y a toute une série de sculptures qui sont très nombreuses et qui ont toutes pour titre moteur numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et ça, c'est manifestement un thème
qu'il avait à cœur, puisqu'on trouve aussi des moteurs dans les œuvres de jeunesse. D'ailleurs, d'un point de vue formel, la parenté entre ces œuvres de jeunesse en bois et puis les œuvres ensuite en béton et en métal qu'on va trouver à l'époque de la maturité, la parenté visuelle, esthétique est évidente. Et je pense que là, oui, on tient un titre qui, pour une fois, est vraiment sérieux. Et est-ce que tu penses qu'on va bientôt pouvoir voir une exposition qui montrerait au grand public est-ce que c'est envisageable, ça, une exposition Jean Pellegrin de ces photos? En tout cas, ce serait souhaitable, mais c'est quelque chose qui m'échappe. Moi, j'ai aucune possibilité de faire quoi que ce soit. T'as des photos déjà? Oui, je peux uniquement dire à quelqu'un qui aurait envie de rendre public cette aventure tout à fait hors norme, même on peut dire unique. Quelqu'un qui aurait envie de faire ça, c'est du ressort des gens qui ont le pouvoir dans le domaine culturel, dans le domaine artistique. Bon, ça peut être des galeries, ça peut être des musées, c'est une chose qui m'échappe totalement. Moi, je peux uniquement mettre à la disposition de qui voudrait se lancer là-dedans ce qui reste, c'est-à-dire les œuvres de jeunesse qui sont stockées ici, et puis les photos de la maturité. One card in my hand, I just have to pretend. Time waits and no plan. One card in my hand, one card in my hand, I just have to pretend. Time waits and no plan. One card in my hand. Jackie's walking on a string, no Trinity Pepper to win. Laughing with the wind above in the sky. I will not prefer the king, I never felt like a queen. Smiling politely, the ring sounds so shy. What color is your fate? In my bed, black or red. In my back, into my bed. Jack's waving, wondering what's hiding me down. Look at me, the cotton clouds are mine. One card in my hand, I just have to pretend. Time waits, no plan. One card in my hand, one card in my hand, I just have to pretend. Time waits, no plan. One card in my hand. Jack's not waiting for the spring, now is the time for playing. Shining, not blinking, I step stars at night. Not anything shot in the wing, not judging what is the thing. Risky, not certain, dry tears in my glass. What mirror has your face been? The freshest now, the thick smoke, I don't get the joy. Jack's waving, wandering in a mess since I done. Look at me, memories leave the ground. One card to my hand, I just have to pretend. Time waits and no plan. One card in my hand, one card in my hand, I just have to pretend. Time waits and no plan. One card in my hand.